Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale présidentielle. Une finale Macron-Le Pen. Voilà le programme du second tour dans 2 semaines. Comment a-t-on voté, va-t-on voter en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher? Quelles alliances et consignes de vote? Et puis on scrutera les premières manœuvres pour les législatives de juin. Analyse avec nos invités en plateau. Michel Chassier, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional et délégué départemental du Rassemblement national en Loire-et-Cher. Daniel Labaronne, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Et puis l'un des journalistes politiques les mieux renseignés de la place, Mathieu Juillat, bonsoir. Bonsoir Flore. Journaliste à 37 degrés. On va tout d'abord jeter un coup d'œil aux principaux résultats nationaux. Donc Emmanuel Macron qui dépasse les 27%, Marine Le Pen au-dessus de 23%, Jean-Luc Mélenchon à 22%, Éric Zemmour à 7%. À noter aussi ce revers historique pour les Républicains, Valérie Pécresse sous la barre des 5%, du jamais vu non plus pour le Parti socialiste, même pas 2% pour Anne Hidalgo et une participation de 74% en baisse de 3,7 par rapport à 2017. Une réaction d'abord, messieurs, à ces résultats nationaux. Daniel Labaronne. Écoutez, ces résultats sont meilleurs que ceux que nous attendions, voilà, en ce qui nous concerne. Mais peut-être avant de commenter, moi je voudrais remercier tout particulièrement les élus qui ont tenu les bureaux de vote, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux. C'est un gros travail, c'est toute une journée consacrée à cela. Je voudrais vraiment les remercier. Dire aussi que la participation a été plus importante que ce qu'on l'imaginait, ou en tous les cas ce que nous disaient les sondages. Et puis, féliciter les deux finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ouais, jusqu'au bout, vous avez eu peur hier soir? Pour tout dire, il y a un sondage de la radio-télévision belge qui mettait 24-24, qui disait, un coude à coude. Alors, bien évidemment, quand j'ai vu ces résultats, j'étais un petit peu inquiet. Voilà. Et puis, ensuite, les choses se sont un peu améliorées en ce qui nous concerne. Michel Chassier. Écoutez, pour nous, c'est un résultat qui est conforme, je dirais, aux dernières prévisions de la dernière semaine. Mais là aussi, nous avons toujours été prudents. Il faut toujours être prudent dans l'attente des résultats. On a vu quelquefois que les sondages, ce n'est pas forcément qu'ils se trompent, mais ils n'anticipent pas les mouvements de dernière minute, notamment l'abstention ou des reports de dernière minute. Le vote caché, par exemple. Oui, mais bon, ça... Les votes d'isoloir. Oui, on dit qu'il y en a eu. Voilà, on dit qu'il y en a eu un certain nombre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un vote utile et qui semble s'être accéléré vraiment, comme souvent, dans la dernière semaine. C'est-à-dire que vous parliez de l'effondrement, notamment de Valérie Pécresse. Son électorat, voyant qu'elle était déjà donnée à 9%, s'est reporté sur d'autres candidats. Certains, je pense, une partie pour Emmanuel Macron, d'autres pour Marine Le Pen, etc. Et le vote utile a joué à gauche aussi, d'où l'effondrement du Parti socialiste, donc au profit de Jean-Luc Mélenchon. Donc nous, c'est un résultat conforme. L'important, évidemment, c'était d'être qualifié au deuxième tour. Ce n'était pas gagné d'avance, avec cette fois-ci une concurrence sur notre droite, avec Éric Zemmour. Et bien malgré cela, Marine Le Pen fait un score supérieur à celui de 2017 en pourcentage et en nombre de voix. Malgré les 3 points d'abstention en plus, nous gagnons tout de même en nombre de voix. Donc les deux candidats renforcent leur position au lendemain de ce premier tour. Mathieu, c'est vrai qu'on a vu ces deux courbes se rapprocher dans la toute dernière ligne droite. L'effet drapeau d'Emmanuel Macron a fondu comme neige au soleil. Oui, comme l'a dit Daniel Labaronne, je pense qu'il y a eu un petit moment d'inquiétude au sein de La République En Marche dans la dernière semaine. On a vu que les courbes se rapprochaient, Marine Le Pen plutôt haute. En effet, je suis d'accord avec vous, le vote utile a clairement joué en faveur des 3 premiers candidats, que ce soit pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. On voit qu'il y a un vrai écart derrière. Marine Le Pen a bénéficié en effet de l'effondrement de la droite classique qui était prise vraiment dans l'étau entre La République En Marche sur son centre droit et le Rassemblement national sur sa droite. Ils n'ont pas su exister, donc l'électorat s'est un peu fondu. Les plus modérés vers Emmanuel Macron, les plus radicaux vers Marine Le Pen. Et donc on en arrive à ces
ces 3 pôles qui s'inscrivent durablement. C'était déjà le cas en 2017. Aujourd'hui, c'est clairement flagrant. Avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, un mot sur la participation en légère baisse, Mathieu. Est-ce que c'est significatif? Non, c'est plutôt encourageant de voir un niveau de participation à cette hauteur-là, notamment par rapport au scrutin intermédiaire qu'il y a eu depuis 2017. Je pense que là-dessus, on peut s'en réjouir. C'est certes un peu plus faible, mais on voit, et notamment chez les jeunes, qui sont revenus voter. Et ça, c'est encourageant pour l'avenir. Qui sont ces électeurs qui, dans la dernière ligne droite, se sont dit « Allez, j'y vais, je vais voter », Daniel Labaronne? Écoutez, moi, je suis allé voter à Bléré. J'ai rencontré beaucoup d'habitants de cette commune qui sont venus me voir. Et certains m'ont dit, voilà, bon, je voulais voter Jadot, d'écologie, et puis... Au dernier moment, je me suis dit non, il y a un danger que Emmanuel Macron puisse ne pas être au deuxième tour, et donc je vais voter pour lui. J'ai voté pour lui, mais on m'a dit la même chose du côté de quelqu'un que je sais qui est engagé au centre-gauche, plutôt au Parti socialiste. Voilà, donc il y a eu manifestement un vote utile, à la fois à gauche, mais je crois aussi à droite, en faveur d'Emmanuel Macron. Ça pose la question du rôle des sondages, Michel Chassier, dans cette campagne finalement, qui sont, on ne va pas dire les faiseurs de roi, mais qui en tout cas orientent très fortement les électeurs. Oui, c'est vrai que les électeurs tiennent compte dans leur choix du niveau qui est annoncé pour les candidats. Et bien sûr, dans un contexte où il faut se qualifier dans ce type d'élection pour le deuxième tour, des candidats qui sont trop loin de la barre de la qualification sont écartés. Les électeurs préfèrent se rallier à un autre candidat. Dans le vote utile, nous avons bénéficié nous-mêmes aussi d'un report d'électeurs qui étaient plutôt séduits au départ par le discours d'Éric Zemmour et qui, voyant ces scores, ont dit qu'il vaut mieux voter pour qualifier Marine Le Pen au second tour. Sinon, le risque était effectivement de voir Mélenchon se qualifier. On va regarder maintenant les résultats chez nous. D'abord, en Indre-et-Loire, avec Emmanuel Macron qui arrive en tête, 30,9%. Marine Le Pen, un peu plus de 21%. Jean-Luc Mélenchon, un peu plus de 20%. Mathieu, on a voté en Touraine à peu près comme au niveau national, à peu près conformément. Oui, c'est à peu près conforme au niveau nationaux. On remarque que Jean-Luc Mélenchon est très fort sur les zones urbaines, en revanche. Il est notamment premier à Saint-Pierre-des-Corps ou encore à La Riche. À Tours, il arrive en deuxième position, vraiment dans un mouchoir de poche avec Emmanuel Macron. Là où Marine Le Pen fait plus des scores dans les communes rurales du département. Elle fait notamment 46% à Riez ou encore à Villiers-au-Boin. Donc il y a un vrai vote rural en faveur du Rassemblement national. Elle arrive d'ailleurs en tête de la moitié des communes, principalement les communes rurales. Et quant à Emmanuel Macron, il est vraiment sur ses bases de 2017 où il renforce un peu plus encore son assise, notamment par le biais du vote utile qu'on vient de Avec ce score étonnant, vous l'avez dit, Mathieu, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron se séparent, se répartissent un peu les voix à Tours. Oui, il y a 119 voix d'écart entre les deux candidats seulement en faveur du président sortant. Il y a un effet meeting de Mélenchon Je ne sais pas s'il y a un effet meeting. En tout cas, il y a un effet certainement rassemblement de la gauche qu'il y a eu en 2020 à Tours. Emmanuel Denis avait pris la mairie en faveur d'une majorité composite avec les Insoumis. Je pense que ça a joué. Daniel Labaronne, Emmanuel Macron renforce son ancrage en Indre-et-Loire. Une petite réaction, notamment par rapport à 2017. On va voir les évolutions. Comment vous l'expliquez ? Alors d'abord, il me semble que Emmanuel Macron fait son meilleur score en Indre-et-Loire dans la région Centre-Val de Loire. Et c'était déjà le cas d'ailleurs, il me semble, en 2017. C'était le cas aux européennes également. Nous avons fait un très bon score. Par conséquent, je crois qu'il y a une terre, je dirais, centriste, centre-droit, centre-gauche en Indre-et-Loire, qui adhère en définitive à la démarche d'Emmanuel Macron, le fait de dépasser les clivages politiques, d'être engagé sur la protection des Français, mais en même temps avoir une politique économique qui donne des résultats en termes de réduction du chômage. Donc je crois que la philosophie politique d'Emmanuel Macron colle assez bien, en définitive, au profil politique de l'Indre-et-Loire.
notez que dans ma circonscription, je retrouve en définitive les mêmes tendances départementales, peut-être avec moins de votants en faveur de Mélenchon et davantage en faveur de Marine Le Pen, parce que j'ai une circonscription rurale, mais en même temps dans les centres urbains, à Amboise, à Montlouis, voilà, le vote est important. La Touraine a toujours été modérée. Il y avait un vieil adage qui disait qu'elle se gouvernait entre rose pâle et bleu clair. Emmanuel Macron est clairement dedans. Absolument. Ouais. Néanmoins, il ne parvient pas, Emmanuel Macron, à freiner cette progression de Marine Le Pen, y compris en Indre-et-Loire. Oui, alors les deuxièmes. Hein. Oui, alors c'est vrai que ce vote de Marine Le Pen, on le retrouve surtout dans les territoires ruraux, alors même que nous avons fait beaucoup s'agissant des territoires ruraux. Je ne vais pas ici reprendre les 181 mesures de l'agenda rural, mais nous avons pris conscience qu'il fallait avoir une action publique extrêmement ciblée en faveur des territoires considérés comme oubliés, délaissés, déclassés. Nous avons mis beaucoup de moyens financiers également, ne serait-ce que la 4G, le déploiement de la fibre optique, etc. Mais le constat est là. Il n'en reste pas moins que Marine Le Pen est forte dans ces territoires. Michel Chassis, on va aller chez vous en Loir-et-Cher, regardez les résultats. Hein. Emmanuel Macron, un peu plus de 27%, derrière lui Marine Le Pen, un peu plus, elle aussi, de 27%. Ça se joue dans un mouchoir de poche, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Notamment, comment vous expliquez, alors c'est assez paradoxal en Loir-et-Cher, parce que Marine Le Pen fait mieux, son score est meilleur qu'en 2017, et en même temps elle rétrograde. Comment vous l'expliquez ça? Son score est meilleur qu'en 2017. Effectivement, je l'ai dit en voix, nous passons en pourcentage de 25,12 à 27,77, donc progression en pourcentage et progression en voix, où nous passons d'un peu plus de 48 000 voix à plus de 50 000, cette fois-ci, j'ai plus 50 800, quoi. Donc il y a une progression, et encore une fois, malgré la présence d'un candidat concurrent. Et si nous ne retrouvons pas la première position, ce qui était le cas en 2017, c'est à cause du vote utile et à cause de l'effondrement, je crois, de Valérie Pécresse, hein, qui fait aussi un score très faible dans le Loir-et-Cher. Et donc, on retrouve une partie de ses électeurs sur la candidature d'Emmanuel Macron dès le premier tour. Vous parliez d'Éric Zemmour, qui a fait campagne en Loir-et-Cher, qui est venu. Hein, on va voir les images. C'est une revanche sur le candidat d'extrême droite? Alors, on ne va pas parler de revanche maintenant. Hein. Bon, il appelle surtout qu'il appelle à voter Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen, mais je crois qu'il a fait une erreur d'analyse, une erreur de stratégie. Hein, mais au départ, il s'est présenté clairement pour prendre la place du Rassemblement national, pour nous supplanter. Est-ce qu'il y a une bascule dans cette campagne? Ça n'a pas vraiment réussi. Il n'a pas réussi à s'implanter. Il n'a pas réussi à convaincre, je crois. Il n'avait pas le même électorat. Marine Le Pen a su conserver son socle électoral, dont à un moment ça a été difficile. Et puis, progressivement, par sa campagne, Marine Le Pen a réussi à reprendre le dessus. Et puis, on l'a vu au mois de mars. Hein, je crois que Éric Zemmour a fait quelques erreurs. Quelques dérapages. De campagne. Verbaux. Et voilà. Et ensuite, au moment de l'affaire des réfugiés ukrainiens, notamment, ça a marqué un petit peu la fin. Son refus de les accueillir, puis sa volte-face. Donc, il n'a pas pu se remettre. On va s'intéresser maintenant, hein, si vous voulez bien, aux perdants de cette campagne. On les a déjà un peu évoqués. Hein, Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 22% des voix, suivi d'Éric Zemmour, 7%. Valérie Pécresse, cinquième. Alors, tous ont déjà pris position pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Hein, dans quelques instants, on entendra leur soutien. Mais d'abord, Mathieu, cette grosse claque hein, pour Valérie Pécresse et LR. Je te poserai une ou deux questions dans un instant. Mais d'abord, on va écouter Serge Babary, sénateur LR de Tours, d'Indre-et-Loire. C'est une bascule difficile à admettre pour un parti historique et qui a encore une grande représentativité parmi la population. Bref, il y a eu un phénomène de vote utile qui s'est porté soit sur le président sortant, soit sur la candidate du Rassemblement national. C'est possible. Serge Babary qui dit à peu près la même chose hein, que tous les deux. Mathieu, rapidement, défaite historique pour les LR, elle est politique et financière. Hein. C'est un cataclysme pour les Républicains. Politiquement, on l'a dit tout à l'heure, LR est pris en étau. Ils payent également 5 ans où ils ont navigué un petit peu à vue. On les a pas vus. Ils ont perdu le débat d'idées, je crois, les Républicains, depuis quelques années. Et aujourd'hui, ils le payent avec une candidate qui a fait une mauvaise campagne, il faut le dire. Valérie Pécresse, ça n'a pas pris. La candidature n'a pas prise. Elle a fait également des erreurs pendant cette campagne. Et elle a eu l'effet du vote utile, comme
on répète depuis tout à l'heure. Mais derrière ça, il y a aussi, je pense, un vrai travail à faire chez les Républicains pour reconstruire une droite républicaine. C'est le parti historique, c'est le parti gaulliste, hein, les Républicains, historiquement. C'est le parti qui a créé la Ve République. Aujourd'hui, les voir aussi effondrés, ça rappelle le PS il y a 5 ans. Même si Serge Babary dit qu'ils sont implantés dans les territoires, c'était exactement le discours du PS il y a 5 ans. On voit 5 ans après où ils en sont. Aujourd'hui, le parti est très endetté et lance un appel aux dons. Le Parti socialiste aussi, Mathieu, avec ce score lilliputien, 1,8%. Que dire de ce score Un parti socialiste mort aujourd'hui. Un parti socialiste très en difficulté. Alors, on va nous ressortir également l'ancrage local, avec, en effet, encore des élus locaux, des maires, des conseillers, des adjoints. Une vraie dichotomie entre le national et le local. Il y a une vraie dichotomie, mais le problème, c'est que si le national, la tête ne va pas, au bout d'un moment, dans les territoires, ça ne suivra plus non plus. Et le Parti socialiste va être confronté, comme les Républicains, à des problèmes financiers au bout d'un moment. Et les législatives arrivent, et on voit pas comment ils vont pouvoir s'en sortir rapidement. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission législative. Alors cette question maintenant, quelle stratégie en vue du second tour pour Éric Zemmour d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre? Alors Éric Zemmour a sans ambiguïté, Michel Chassier appelé à voter Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut faire barrage à la candidate RN. Écoutez Bertrand Renaud, il adjoint la France insoumise au maire de Tours. Jean-Luc Mélenchon a répété hier devant les grands médias nationaux, effectivement, cette consigne. Pas une voix pour l'extrême droite, il l'a répété à 4 reprises. Et on répétera encore la même chose. L'extrême droite n'est pas une solution et ne sera jamais une solution. Pas une voix pour l'extrême droite de la part de la France insoumise. Michel Chassier, une réaction? Oui, je crois que ce discours est dépassé. Déjà, le qualificatif même d'extrême droite, c'est un vocabulaire politique, je crois, qui vous le rejetez? Voilà, nous l'avons toujours rejeté, mais clairement, on a vu la campagne de Marine Le Pen et l'image aujourd'hui, parce qu'on s'étonnait de cette dichotomie entre le local et le national. Il y a aussi, pour les candidats que nous avions cités, le problème particulier de l'élection présidentielle où le candidat doit incarner quelque chose. Il y a une relation particulière avec les Français qu'avait souhaité le général de Gaulle et des partis qui peuvent avoir une implantation locale encore, s'ils n'ont pas cette personnalité nationale qui émerge et qui peut, dans laquelle les Français peuvent se reconnaître, seront en difficulté. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est la clé du scrutin? C'est évidemment 22% des électeurs. Alors j'entends hier Jean-Luc Mélenchon dire pas une voix pour Marine Le Pen. Bon, c'est pas pour autant qu'il dit qu'il faut les apporter à Emmanuel Macron. Et les premières analyses nous montrent qu'il y aura certainement un partage des voix. Parce qu'on connaît quand même beaucoup des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui auront du mal, je pense, à voter pour Emmanuel Macron, à leur dire on va voter pour un candidat qui propose la retraite à 65 ans, etc. Donc il y aura un partage, il y en aura peut-être qui le feront, parce que dans les gens qui ont voté pour lui, encore, ce n'est pas tous des mélenchonistes purs et durs. Il y a eu aussi des gens qui se sont ralliés à lui avec le vote utile, qui peut-être vont repartir. Sur le soutien d'Éric Zemmour, c'était pas facile de savoir s'il allait soutenir Marine Le Pen, puisqu'il a plus ou moins tout intérêt à ce qu'elle perde, Marine Le Pen, pour la suite des opérations, reconstruire une droite, et une droite, on va dire, extrême. Donc, pourquoi a-t-il appelé à la soutenir? Vous y attendiez? Oui, je pense qu'il n'avait pas vraiment le choix. Se présentant comme un candidat qui voulait rassembler les droites. Voilà, Marine a toujours dit qu'elle voulait rassembler bien au-delà. Mais il n'avait guère, je pense, d'autres solutions que de soutenir Marine Le Pen. Moi, ça me paraît logique. Daniel Labaronne, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, clé de ce scrutin. Quel est le voisinage idéologique avec Emmanuel Macron? On a du mal à le percevoir aujourd'hui. Comment les séduire? Je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que moi, je remercie tous les responsables de formation politique, au niveau national comme au niveau local d'ailleurs. Par exemple, la déclaration du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire qui a dit clairement qu'il fallait faire obstacle à Marine Le Pen. Donc moi, je veux remercier ces responsables nationaux et locaux. Dire que, et je suis assez d'accord, il n'y a pas eu de réflexion et de travail programmatique en définitive durant cette mandature, tant du côté des LR que du côté du Parti socialiste. Je le voyais bien à l'Assemblée nationale, où en fin de compte, c'était une opposition systématique
par rapport aux réformes que nous proposions. Là où il aurait pu y avoir un travail, une réflexion, des contre-propositions. Et alors sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Alors, sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, quand vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, je crois que le problème, ce n'est pas de voter pour ou contre Emmanuel Macron. La question, c'est de voter pour ou contre la France dans l'Europe. Et la plupart des formations politiques qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron ont surtout appelé à voter pour la France dans l'Europe. Or, vous, quelque part, vous êtes un parti nationaliste et quand on regarde bien votre programme, quelque part, on voit qu'il y a une ambiguïté dans la mesure où vos propositions, soit vous ne pourrez pas les appliquer, soit vous serez obligé de sortir de l'Europe pour pouvoir les appliquer. Donc, cette adhésion, ou en tous les cas cet appel à faire barrage à Marine Le Pen, c'est davantage, je crois, un appel pour que la France poursuive dans l'Europe plutôt que la France sorte de l'Europe, comme le propose Marine Le Pen. Michel Chastier, rapidement, ce front républicain, oui. Vous y croyez mais pour répondre rapidement, il n'est évidemment pas question de sortir de l'Europe, mais de la réformer. Et d'autres pays, d'autres gouvernements, d'autres chefs d'État aujourd'hui en Europe sont sur cette ligne. Il y a eu des réunions d'ailleurs entre partis et représentants de mouvements de différents pays d'Europe sur cette position. Il ne s'agit pas de sortir de l'Europe, mais effectivement de revoir son fonctionnement pour qu'il soit le Front républicain, voilà. Le Front républicain. Le Front républicain, moi je n'y crois pas. D'ailleurs, nous sommes aussi un parti républicain, donc je ne vois pas pourquoi on serait exclu et qu'il y aurait un Front républicain contre nous. Et encore une fois, je vois difficilement un certain nombre d'électeurs qui ont voté. En fait, ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ont plus voté contre Emmanuel Macron. Il a parlé de colère hier, Jean-Luc Mélenchon. Les gens ont exprimé une colère. Mais c'est une colère qui ne mène à rien. Nous, à la colère, nous voulons substituer l'espoir. C'est une candidature d'espoir. Daniel Labaronne, vous répondrez en deuxième partie d'émission. Dans un instant, on s'intéressera justement aux thèmes qui feront la campagne de l'entre-deux-tours. Et on tentera de se projeter un peu jusqu'aux législatives qui s'annoncent très incertaines. A tout de suite.